la plateforme de SUICEPA, l'association suisse de patients atteints de maladies du foie. Nous avons le plaisir de vous présenter l'exposé de la 3e journée suisse du foie au CHUV de la docteure Sarah Santini sur le thème Nutrition lors de cirrhose ou d'immunosuppression. Bienvenue à la docteure Santini et bienvenue à tous. Merci pour l'invitation et merci de parler de la nutrition parce que oui, la nutrition a un impact sur le foie, surtout s'il est en difficulté. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est le rôle que le foie il a dans le métabolisme. Et puis après, on va parler de la malnutrition. Qu'est-ce que c'est? Et quel est le lien avec les maladies du foie. Ensuite, on aura un petit focus sur la nutrition et la cirrhose. Et après, la nutrition et l'immunosuppression qui concernent certains des patients. Donc, qu'est-ce que c'est le métabolisme? Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu, probablement beaucoup, mais le métabolisme implique tous les mécanismes, toutes les réactions qui font que les aliments ils sont transformés, on prend les nutriments et puis on les donc transforme en énergie. Et le foie est un organe essentiel pour ça parce qu'il va transformer en fait les nutriments et puis il aide à régler la glycémie, à décomposer les graisses et à aussi produire des protéines. En plus de la détoxification dont on a déjà parlé, il y a aussi une fonction extrêmement importante de stockage de certaines vitamines, comme les vitamines A, D, E, K, et aussi des minéraux comme le fer et le cuivre. Et qu'est-ce que c'est la malnutrition? La malnutrition, ce n'est pas une seule maladie, mais c'est un spectre de maladies où on a la dénutrition, on a les carences en vitamines et minéraux, de ce qu'on appelle les micronutriments, et puis on a le surpoids et on a l'obésité. Et finalement, pourquoi il faut traiter la malnutrition? C'est pas anodin. En fait, la malnutrition augmente la mortalité, augmente le risque de faire des complications et on a aussi plus de probabilité d'être hospitalisé et de faire une hospitalisation plus longue. Et puis l'autre chose très importante, c'est le risque d'infection. Comment on pose le diagnostic de dénutrition? Donc en fait, on va prendre certains paramètres et on va certainement se baser d'abord sur la variation du poids. Donc il y a certains critères, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, mais quand il y a une perte de poids involontaire, c'est drapeau rouge, on s'arrête, on regarde combien il y a eu de perte de poids et puis selon les calculs, on peut dire effectivement il y a une dénutrition. Et ça doit être associé toujours à une réduction de l'apport alimentaire, en malabsorption pour une cause, disons, définie, et puis autrement, s'il y a une pathologie ou maladie aiguë ou chronique. Donc, pour faire l'exemple concret, pour la cirrhose, s'il y a une perte de poids involontaire, le fait que déjà il y a une maladie chronique, ça pose le diagnostic de dénutrition. Et puis, pourquoi une personne qui souffre de cirrhose est plus à risque de dénutrition? C'est parce qu'il y a certains symptômes qui empêchent la prise alimentaire correcte. On peut être vite plein, donc ce qu'on appelle la satiété précoce, surtout s'il y a du liquide, s'il y a de l'acide. En plus, en fait, de l'acide, il y a des protéines, donc il y a vraiment une fuite de protéines qui se fait. On a parfois des nausées, une inappétence, et puis on peut avoir aussi une altération des préférences des aliments, et puis aussi du goût. Et puis certains médicaments qu'on prend, et même aussi des carences spécifiques en des micronutriments, peuvent altérer le goût, donc on a moins de plaisir finalement à manger. Et comment ça marche un peu plus dans les détails. Donc, comme on a vu, le foie, il a une
fonction de stockage d'énergie et puis il transforme en les nutriments. Et donc le foie, il contient disons le glycogène qui est une molécule qui voilà, le stockage du sucre, si vous voulez, au niveau du foie. Et quand le foie il est en difficulté, dans un foie donc cirrhotique, ce glycogène il est très rapidement épuisé. Donc on a besoin d'avoir des apports fréquents pour pouvoir recréer, restocker du glycogène. Et si par exemple on est plus âgé, donc on a une impotence, on ne mange pas beaucoup, ben, la source d'énergie à ces moments-là, ça va être le muscle. Et on a déjà entendu parler du risque de sarcopénie. Le muscle, il est précieux. Et donc, si on prend de l'énergie du muscle, ben, le muscle il va se dégrader, on perd du poids. Et ce qu'on redoute, justement, c'est la sarcopénie. Et la sarcopénie, c'est la combinaison de la perte de masse musculaire plus la perte de la fonction musculaire qui est la force. Et donc, quand on est dans une situation de sarcopénie, on a d'autres complications et par exemple on est plus prédisposé à tomber, à faire des fractures et la vie elle est aussi difficile parce qu'on a plus de la peine à faire des activités de la vie quotidienne. Et puis, on a parlé de l'importance de l'activité physique. Donc, non seulement le muscle, les protéines, disons, pour constituer le muscle, il y a les protéines, mais il y a besoin aussi de la stimulation. Donc, l'activité physique est indispensable. Petit focus donc sur la nutrition et la cirrhose. Donc, on sait que les personnes qui souffrent d'une cirrhose ont besoin de plus d'apports caloriques. Donc, il est important de parler d'une perte de poids, d'une prise de poids, parce que ça fait partie de l'évaluation nutritionnelle. Le poids, c'est la chose la plus simple à mesurer, bien évidemment, mais on a aussi des outils un peu plus spécifiques, spécialement s'il y a un diététicien, un médecin de nutrition qui fait cette évaluation. Donc, on peut utiliser la densitométrie qui mesure la composition corporelle, donc combien de muscles, combien de graisse il y a, mais aussi la calorimétrie qui mesure le métabolisme de base, donc combien de calories on brûle au repos. Donc, c'est des mesures extrêmement précises. Et puis, donc, pour les personnes qui ont un poids normal ou même en poids plus faible, les besoins énergétiques sont accrus en cas de cirrhose. Et on va être très vigilant donc, à l'apport protéique. On conseille même de faire des petits repas, même en collation avant le coucher, pour assurer cette prise. En cas d'obésité ou de surpoids, on ne recommande pas d'augmenter les calories parce qu'à ces moments-là, on vise effectivement une petite perte de poids. Et puis, disons, au niveau historique, on disait qu'en cas d'encéphalopathie, donc dans les situations où on avait une confusion liée à la cirrhose, il fallait réduire les apports protéiques. Aujourd'hui, ça, on sait que ce n'est pas correct parce que c'est important de éviter la dénutrition, ça peut amener à beaucoup plus de complications. Et puis l'avantage de réduire l'apport protéique sur l'encéphalopathie n'a pas démontré des bénéfices. Et puis je dirais aussi qu'il faut faire attention en fonction des situations quand on limite le sel. Parce que voilà, certaines personnes peuvent aussi avoir une impédance parce que le goût il n'est pas très bon. Donc dans ces situations, il faut vraiment peser l'avantage de réduire le sel et la perte de poids qui peut être associée à l'inappétence. Et puis, en fonction du bilan qu'on fait, c'est possible aussi, s'il y a des carences, d'avoir des prescriptions de multivitaminés ou des micronutriments spécifiques pour pouvoir combler ces carences. Donc, quelques conseils très pratiques en cas de dénutrition qu'on utilise. Donc, le fait de faire des petits repas avec des collations
pour justement ne pas être trop rassasié et puis ne pas manger pendant toute la journée parce qu'on est mal. En plus, ce qu'on recommande, c'est de limiter la consommation des liquides lors des repas qui remplissent. On peut aussi donner des conseils d'enrichissement au niveau des protéines dans les repas. Et puis, on conseille aussi de profiter des moments de la journée où on est plus énergétique pour préparer à l'avance des repas plutôt simples pour éviter justement que plus tard, on n'a pas d'apport alimentaire. Et puis, dans des situations très spécifiques, c'est important aussi d'en discuter si on n'arrive pas effectivement à cuisiner et puis de trouver d'autres possibilités, par exemple des livraisons de repas à domicile. Et puis, qu'est-ce qui se passe si tout ça, ça marche pas? Donc, on a toujours un manque d'apport alimentaire. Là, il y a vraiment une indication à avoir un support nutritionnel, donc une supplémentation qui peut être en fonction des situations, soit des petites boissons protéinées qui sont riches surtout en protéines, soit dans des situations où on n'arrive pas avec par la bouche, on complémente l'alimentation pendant la nuit par une sonde qui passe par les nez, donc il arrive au niveau de l'estomac. Et puis dans des rares cas, on doit arriver donc à une alimentation plutôt parentérale, donc qui passe par la veine. Mais ça reste des situations donc, au milieu probablement hospitalier, donc assez rares. On a parlé un petit peu de ça, peut-être ça va être une petite répétition, mais quand on a une cirrhose et une obésité et un surpoids, il est possible de perdre du poids, mais ça va être extrêmement important de comment on le perd. On est très attentif à l'apport en protéines pour ne pas justement perdre des muscles. Et puis, on va renforcer l'activité physique et en cas d'obésité, l'apport d'un suivi nutritionnel est sûrement recommandé. Et puis, effectivement, il y a des traitements aujourd'hui qui sont indiqués en cas d'obésité et qui ont démontré un impact positif sur surtout la stéatose et puis donc la cirrhose d'origine métabolique. Dernier chapitre, la nutrition et l'immunosuppression. Donc, je dirais que les choses les plus importantes, là, c'est de faire attention aux risques d'infection qui peuvent être aussi d'origine alimentaire. Et puis, le fait que certaines personnes aussi ils ont une corticothérapie comme la prédnisone, ça mène à un risque de prise de poids, qui est une prise de poids malheureusement pas très bénéfique. Et on a même un risque accru de développer un diabète qu'on appelle cortico-induit. Et par rapport aux infections d'origine alimentaire, c'est des conseils justement que les personnes qui reçoivent une immunosuppression reçoivent, donc de bien cuire tous les aliments, d'éviter les crudités et puis je dirais en accent particulier au risque d'hépatite E, donc tout ce qui est viande de porc non cuite, la charcuterie de porc, il faut vraiment l'éviter en cas de maladie du foie parce que ça peut vraiment empirer la situation. Et puis, une autre aussi petite remarque par rapport au traitement immunosuppresseur, il faut éviter le jus de pamplemousse parce que ça fait des interactions au niveau des médicaments. Donc, on a parlé d'équilibre alimentaire, mais qu'est-ce que c'est finalement une assiette équilibrée? Donc là, je vous ai montré deux exemples. Tout en haut, c'est l'assiette équilibrée standard. Quand on veut un apport en protéines majeures, bien évidemment, on peut modifier ce rapport. Et puis, justement, en cas d'inappétence, on va demander de manger tout d'abord les protéines, parce que si on est rassasié, au moins l'apport des protéines, il n'est pas moindre. Et puis, de l'autre côté, il y a une assiette recommandée en cas de surpoids et obésité, où on va voir que la moitié de l'assiette, c'est des légumes, c'est des fibres.
Donc, pour conclure, j'espère que je vous ai convaincu que la nutrition, elle est importante dans la gestion des maladies du foie et que c'est essentiel de prévenir la malnutrition parce qu'il y a des complications associées. Et puis, clairement, les besoins sont toujours individualisés. Donc, il faut toujours en parler et voir la situation. Il y a une étroite collaboration avec les collègues gastroentérologues, mais pas que. Et puis voilà, je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, je suis contente de vous répondre. Merci beaucoup à la docteure Santini pour cette présentation très enrichissante, pour son engagement personnel en faveur de Suisse EPA et de la Journée suisse du foie.